Je me suis jamais senti que j'avais une limite parce que j'étais une femme ou parce que j'étais noire. Jamais. Patricia Pedom Nono, je suis une maman de 2 enfants et une épouse aussi. Je suis ingénieure de formation. J'ai grandi avec des parents, un père et une mère, qui étaient assez modernes. Je pense que j'ai eu beaucoup de cette chance. En grandissant, je n'ai jamais eu l'impression d'être une fille. C'est-à-dire d'avoir des limites parce qu'on est fille. Et je dis merci à mes parents. Donc j'avais toujours l'impression que je peux faire tout ce que je veux, autant que mes frères pouvaient le faire. Donc je pense que ça m'a donné cette ouverture d'esprit et cette liberté de penser que je peux y arriver, quel que soit, et jamais la perception que mon genre pouvait être un frein, d'accord, à mes propres ambitions ou bien à mes activités. D'un autre côté, j'ai été considérée comme très têtue. Je m'appelle d'abord stubborn leader parce que je pense que mes parents, coucou à eux, ils devaient se dire cette fille est un peu têtue parce que la question que je posais et ce qui me chagrinait beaucoup quand j'étais petite, c'est qu'on n'expliquait pas suffisamment. Et quand on me donnait une instruction, je disais pourquoi. Et ma mère avait tendance à dire parce que, d'accord, et que si je dis, tu fais. Et je pense que mon père l'a perçu un peu plus tôt parce que ça me frustrait vraiment. Et à un moment, je pense qu'il y a eu un shift. Et il disait toujours, Christine, il faut lui expliquer. Si elle comprend, elle va faire. Donc, ça, c'est un peu la petite anecdote. Pourquoi têtu? Et je pense que la têtutesse, c'est un trait de caractère que j'encouragerais chez des enfants. Ne me tirez pas dessus, tous les parents, mais j'ai aussi des enfants au jour d'aujourd'hui et je pense que c'est important parce qu'il faudrait un esprit aujourd'hui pour le domaine de l'Afrique, des esprits qui puissent challenger le statu quo, qui puissent se demander pourquoi on fait ça et si on faisait différemment. Donc à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vrai qu'on est parfois dans un moule, mais il est très très important de s'arrêter, toujours se poser la question, et si je fais différemment, quitte à passer pour être la têtue de service. Moi, j'ai fait mes études scientifiques en baccalauréat C. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études pour faire des études d'ingénieur. À la base, je voulais être chirurgien, médecin. Parce que j'avais lu un livre, et je pense que c'est très important que les enfants lisent parce que ça inspire, d'un petit garçon qui avait retrouvé la mobilité après avoir eu un accident à cause d'un neurochirurgien. Il avait pu marcher, il pouvait rejouer. Ça m'avait marqué. Et je me disais, il fallait que je puisse impacter autant la vie de mes pères. Et après, quand j'ai fini mon bac, j'ai eu un coup de fil qui me disait, bon, vous avez une bourse d'études, mais c'est juste pour faire des études d'ingénieur. Et alors, la têtue de mon état, je me dis, oh là là, une bourse, je ne serai plus sous la joute de mes parents, je pourrais être indépendante, etc. C'est comme ça que je suis devenue ingénieure. Et j'ai fait des études d'ingénierie et finalement j'ai fini en telco. Je suis ingénieure télécom avec une dominance en système d'information et puis finance. J'ai fait mes études en France et ingénieure télécom de Paris Sud. Je me suis retrouvée à New York pour faire mon stage de fin d'études dans un cabinet de conseil à l'époque qui s'appelait Bearing Point et qui était donc l'héritier de KPMG Consulting. C'est comme ça que j'ai démarré dans les services professionnels et que j'ai commencé ma carrière aux États-Unis à peu près une dizaine d'années en moyenne. Quand j'arrive aux États-Unis, nous rentrons des stagiaires. On a pris 3 stagiaires, un aux États-Unis, un en France à l'époque où je travaillais, où j'étais étudiante, et puis un en Suède. Et on arrive tous au même niveau. Et Frédéric, je pense toujours à lui, 6 mois plus tard, le gars, il est déjà monté un nouveau palier. Parce qu'on entre en tant que junior analyste. Il était analyste, junior analyste, ensuite senior analyste. Et puis moi, j'étais toujours junior analyste. Donc en 9 mois, le gars, il avait fait 2 paliers. Je me dis, mais j'ai l'impression quand même que je travaille plus que Frédéric. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je reste. Et puis je me dis, tiens, il faut que je lui pose la question. Et je m'en vais, je prends mon courage à 2 mains. Je dis, Frédéric, mais comment tu fais? Il me dit, oh, tu sais, j'arrive à trouver les bonnes missions, les bons projets. Pourquoi? Parce que je descends fumer avec les patrons. Donc il est au courant de tout ce qui se passe
quand il descend en bas, dès que les patrons fument, il est en bas. Donc, du coup, il est avec eux, etc., etc. Et Patricia faisait quoi à la place? Elle était derrière sa machine, en train de travailler et de faire du travail excellent. Donc, c'est pour vous dire que l'excellence, c'est bien, mais aussi autre chose. Il y a quand même les relations humaines, il y a la connexion que vous partagez, etc. Donc, je me suis dit, moi, la cigarette, je ne vais pas descendre pour fumer. Donc, je vais voir mon patron à l'époque, Nick, et qu'on est d'ailleurs restés très bons amis. Et je lui dis, est-ce que je peux t'accompagner dans les meetings, prendre les notes? Parce que Nick, il était un peu tête en l'air. Il avait beaucoup de choses à faire, comme moi d'ailleurs. Un peu tête en l'air. Il oubliait souvent ses meetings, ses réunions, etc. Et j'ai dit, moi, je vais t'accompagner dans les réunions. Donc, il me dit, tu vas faire quoi dans les réunions? Je lui dis, non, je vais te rappeler quand tu auras tes réunions. Je vais faire tes comptes rendus. Comme ça, tu n'oublieras plus rien. Et il était en phase de passer associé à l'époque. Donc, il avait besoin quand même de montrer ça. Et c'est comme ça que j'allais dans toutes les réunions avec Nick. Et dans ces réunions-là, moi, j'étais la petite secrétaire. Je voulais bien prendre des notes à ce moment parce que c'était différent. Et là, j'étais au courant de tout. Parce qu'effectivement, je prenais les notes. Et juste pour dire à nos petites sœurs et les plus jeunes que il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de sous-tâche, d'accord? À l'époque, mes collègues se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi c'est toujours elle à aller dans les réunions, à prendre des notes, à lui rappeler, etc. Elle n'est pas devenue son assistante. Il a déjà une assistante et tout. Mais ça m'a vraiment permis de voir l'envers du décor, de comprendre, d'être dans des discussions stratégiques et de pouvoir maintenant me positionner sur les bons projets. Ça, par contre, ça a fait que tu passes du travail de fourmi, parce qu'après un moment donné dans une carrière, soit vous faites le travail de fourmi et personne ne vous perçoit comme pouvant faire plus et on vous laisse dans les travails de fourmi. Soit à un moment donné, il faut que quelqu'un soit dans une salle et dise « Ah tiens, Patricia peut faire ça ». Et on vous voit différemment. Et après que donc j'ai posé cette question à Nick, mais avant de demander cela à Nick, je lui ai envoyé un mail parce que j'avais peur d'aborder ce sujet. Et je lui ai dit, écoute, ça fait tant de temps que je suis là. Je pense que j'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voici ce que j'ai fait, blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense que même la lampe la plus éclatante ne peut briller qu'en soit on lui donne l'occasion. Et j'aimerais qu'il me considère pour des missions et que je ne peux pas briller si on me met sous la table. Et ce jour, quand j'envoyais le mail, c'était un samedi ou un week-end. Et le lundi, j'avais peur d'arriver au travail. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, Patricia? Tu as encore fait tes affaires, il faut que tu parles, etc. Nick va te tuer et tout. Et quand je suis arrivée le matin, j'ai dit, bonjour, Nick. Il a dit, bonjour. Il m'en a jamais parlé. Il m'a jamais dit qu'il avait reçu ce mail. Mais je suis sûre quand même que ça a fait un déclic. Parce qu'après, quand je suis venue lui demander à faire ses réunions, il a accepté. 5 ans plus tard, j'ai commencé à avoir l'appel du pays. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'était très bien la vie à New York, hein, c'était super. C'est bien beau hein, de rester à New York, de passer sa vie, mais qui changera le Cameroun? Et j'avais envie d'être aussi fière. Et je me suis dit, c'est facile de jouer dans les gradins, mais il faut être sur le terrain. Donc il fallait que je rentre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Cameroun. Donc quand je rentre, bon, je gère d'abord toutes les opérations IT au niveau d'une boîte telco. Et ensuite, à ce moment-là, on cherche quelqu'un pour réorganiser en fait d'autres opérations. On se dit, ah tiens, elle avait bien réorganisé au niveau IT, on peut lui confier un autre niveau. Donc c'est comme ça qu'à chaque fois, je me suis vue attribuer des tâches et qui étaient des tâches pas de ce qui existe déjà, parce que moi je suis comment on va dire, je m'éclate quand je suis en train de monter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas et qu'il faut formuler, qu'il faut structurer, qu'il faut mettre en place. C'est là où je peux apporter le maximum de ma performance. Si vous me mettez dans un truc là où il faut faire les mêmes choses tous les jours, etc., Patricia va mourir à petit feu. Donc, cette capacité à pouvoir créer tout ce qui n'existait pas, tout ce qui est reformulé, remettre en place et avancer, j'ai eu la grâce hein, d'avoir des chantiers comme ça. Et après chaque chantier, j'ai eu une promotion. Parce que j'ai beaucoup de grâce, d'accord, parce que je crois qu'il y a aussi meilleur que moi, aussi talentueux, je pense. Mais je pense que j'ai eu la grâce d'être là au bon moment, au bon endroit, et en étant préparée. Je dis toujours, la chance ne sourit qu'aux esprits très préparés. Et la préparation, moi, pour moi, déjà plus jeune,
je me disais, il faut que j'avance très vite, avant de me marier, de faire des enfants. Ça, c'était, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et je me disais, parce que le moment où je vais décider de me poser pour faire des enfants et me marier, donc à ce moment-là, il faudrait que je sois déjà à un certain niveau de carrière pour que ma vie familiale ne soit pas un frein à ma progression. Donc je me suis mariée sur le tard, hein, par rapport au Cameroun, 29 ans, mais à ce moment, j'étais déjà manager, senior manager en entreprise. Et comment ça s'est fait? Le travail acharné, ça c'est sûr, mais surtout, comme je disais tout à l'heure, je ne me suis jamais posé la question de la carrière. Je ne me suis jamais dit, il faut que je m'asseye là demain, je dois être tel et tel. Jamais. Ce que je me disais à chaque fois, c'est, je suis dans une organisation qui a des ambitions. La question que je me pose à chaque étape, c'est comment est-ce que je fais pour l'aider à réaliser ces ambitions-là? Qu'est-ce que Patricia va faire pour apporter de la valeur? Qu'est-ce que Patricia va faire pour apporter de la création de valeur pour cette entreprise? Et qu'est-ce que Patricia va faire pour que son boss soit beaucoup plus performant? Et une fois que vous le voyez sur ce prisme-là, tout le monde veut gagner. Que ce soit votre boss direct, votre organisation. Et je pense que ce travail-là, cette quête de l'excellence et surtout l'approche de création de valeur a fait qu'à chaque moment, quand il y a eu des tournants décisifs, j'ai été sélectionnée pour passer au palier sup. Vous savez, le succès, c'est un mot un peu creux pour moi parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Et je pense que dans chaque chose que je fais, la première question, je me suis jamais posé la question du succès. Les questions que je me suis posées, j'ai peut-être ce trait de dire comment je fais excellemment bien ce que je fais et comment est-ce que je peux impacter et apporter la valeur ajoutée. Ça a toujours été ça mon leitmotiv. Et du coup, de fil en aiguille, je pense que ce dévouement-là au travail bien fait, cette passion pour aller l'extra mile, comme on dit, a porté ses fruits. Et je dis toujours à mes équipes, aux mentors, euh, le succès viendra, d'accord? Ce n'est que le résultat de quelque chose. Mais le plus important, c'est d'abord la base. Comment vous vous positionnez? Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes le meilleur? Vous êtes la meilleure de ce que vous faites, d'accord? Et même si vous n'êtes pas la meilleure, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous avez donné le meilleur de vous? Si ça c'est oui, dormez en paix tranquillement. Le succès viendra, Dieu fera le reste. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, soyez excellents dans toutes choses que vous faites. Que ce soit mettre la table, que ce soit laver les assiettes, que ce soit faire votre lit, ça doit être hyper bien fait. Parce que ce sont des facultés, en fait, hein, qui vont vous servir pour la suite. Et puis aujourd'hui, l'école, ce n'est que pour apprendre, hein. L'école vous apprend à apprendre. Donc, dès que vous avez ces facultés-là, quel que soit le terrain de jeu où on va vous jeter plus tard, vous pourrez apprendre à apprendre. Donc, vous serez beaucoup plus résilient, vous pourriez vous adapter, etc. Mais je pense aussi que ça commence à la maison. L'école ne peut pas tout faire. Donc, c'est aussi le cadre familial, l'éducation que nous, parents, nous voulons donner à nos enfants qui est important. Déjà, ma famille. Je pense que c'est la première chose dont je suis fière. Quand Dieu vous donne la grâce, hein, d'avoir une famille, ça veut dire qu'il vous donne aussi l'opportunité de pouvoir influencer des êtres humains. Et ces êtres humains vont évoluer dans une société. Donc, il vous donne l'opportunité de pouvoir mettre votre touche, d'accord, à la société, à l'environnement dans lequel ils vont être. Et je pense que ça, c'est déjà là, pour moi, je considère ça comme ma première mission. Deuxième chose dont je suis fière, du moins, j'aurais même dû la première, c'est ma rencontre avec Dieu. Parce que je pense que à un moment dans la vie, vous arrivez à des croisées de chemin où vous voyez la main de Dieu. Et je pense que moi, à un moment, j'ai été très malade et je ne savais pas si j'allais continuer de vivre. Et je pense que j'avais 24 ans à l'époque. Et là, ça a changé totalement mon prisme de la vie. Parce que dès ce moment-là, je me suis dit, c'est là aussi que j'ai commencé à peut-être être plus spirituelle et de comprendre. Je me suis dit, si le Seigneur m'a donné l'opportunité de continuer, ça veut dire que j'ai une mission. Et cette mission-là, pour moi, ça va être d'impacter les vies autour de moi et de m'assurer qu'à chaque vie que je croise, d'accord, je puisse être un catalyseur. C'est-à-dire que je puisse apporter un plus, d'accord, et que la personne, après croisement ou après changement, passe à un autre niveau.
Et voilà, donc ça, ce sont vraiment des choses qui m'ont marqué. Je ne sais pas si c'est en plus, mais pour moi, c'est une grande réalisation. Donc, je suis fière parce que cette période m'a permis de faire une introspection au fond de moi-même. Parce que quand on vous dit que si vous ne savez pas si vous allez vivre 6 mois, 1 an, vous voyez vraiment les choses différemment. Donc, cette introspection-là m'a permis, et là, du coup, vous appréciez la vie beaucoup plus différemment après, quoi. Donc, ensuite, sur le plan professionnel, les choses dont je suis le plus fière, c'est vraiment toutes les personnes qui ont été dans mon équipe et que j'ai accompagnées dans leur parcours professionnel. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de voir la plupart de mes équipes, la plupart de mes mentees qui s'asseyent aujourd'hui dans des comités de direction, qui sont montés au niveau le plus haut. Et je pense que ça, quand je les regarde, je me dis, Dieu merci, merci d'avoir fait partie de ce parcours et merci pour la petite inspiration que j'ai eue dans leur carrière professionnelle. Des obstacles, oui, il y a des obstacles et des défis. Premièrement, le sentiment d'être incomprise. Parce qu'effectivement, comme je dis, je suis plutôt nature, on dirait ici chez nous, têtue. Donc, des questions qui fâchent ou bien des questions que personne ne veut poser. J'étais souvent la seule à poser ces questions et à les mettre sur la table. Et donc, quand vous êtes dans un environnement professionnel, si vous avez par exemple un patron qui n'est pas forcément ouvert, il peut le prendre directement contre vous. Ou il peut penser que c'est une attaque à sa personne. Donc, pouvoir shifter, nuancer en fait cette approche-là et comprendre en fait que tout le monde ne le perçoit pas bien a été un enjeu, un challenge important que j'ai dû apprendre. Deuxième challenge aussi que j'ai eu, c'était vraiment pouvoir déléguer avec cette culture de très bien fait. Le but, c'était vraiment de comprendre better done than perfect. C'est-à-dire, il vaut mieux faire quelque chose, même si c'est pas trop parfait, que de prendre beaucoup trop de temps pour le rendre parfait et finalement d'avancer trop lentement. Donc ça aussi, c'est un enjeu que j'ai beaucoup compris. Et ensuite, l'autre défi clé que je dirais hein, pour toutes les petites sœurs et les filles qui nous suivent, c'est vraiment de trouver son alignement personnel. Euh, Beaucoup font une carrière soit parce qu'elles ont été inspirées, tant mieux, mais souvent parce qu'elles n'ont pas eu le choix. C'est-à-dire, j'ai pris ce que j'ai trouvé quand je suis sortie de l'école. D'accord? Si ça a été le cas, je pense qu'il est important de pouvoir chercher à trouver euh, euh, quelle est vraiment votre passion, qu'est-ce qui vous définit, et au fur et à mesure d'essayer de se mettre dans ce couloir-là. Parce que quand le travail n'est plus une contrainte et que c'est une passion, on passe quand même beaucoup d'heures au travail. Hein. Donc, ça permet quand même d'être beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire, on ne vit pas pour travailler là, mais on travaille parce qu'on aime et qu'on est passionné. Donc, je pense que ça, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Je me suis jamais senti que j'avais une limite parce que j'étais une femme ou parce que j'étais noire. Jamais. Donc, j'ai peut-être été élevée dans cette perspective de dire tout est possible à qui travaille dur. Donc, j'ai grandi comme ça. Mais ça ne veut pas dire que... Et quand j'arrivais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté. Vous arrivez, vous avez des fois des plateaux de verre. Vous êtes une femme, je me rappelle quand je démarrais, par exemple, au travail, on allait dire... Ouais, quand on fait une réunion, on allait dire... toujours, c'était les femmes qui prenaient des notes. À la fin, tout dit, les femmes prennent des notes, ou bien des fois, vous allez avoir un monsieur qui vous dit, donnez-moi le café, mais qui ne demandera jamais à son collègue homme, par exemple. Ça, après, je l'ai ressenti plus tard, mais j'avais déjà ma personnalité forgée et figée. Et à ce moment-là, je me dis, je refuse de l'intégrer. Parce que si à ce moment, vous l'intégrez comme étant une limite, elle deviendra une limite. Mais si à chaque fois que j'avais ce comportement, je me disais, mais le gars, il est totalement à côté de la plaque. Hein. Donc moi, je ne ferais pas comme ça. Donc je continue de fonctionner, d'accord, en faisant fi des contraintes autour. L'homme Nelson Mandela. J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour Nelson Mandela. Déjà pour son altruisme et ce qu'il a enduré pour les autres. Il avait ses côtés aussi, hein, mais franchement, cette résilience-là, chapeau. Il m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune. Ensuite, Rosa Parks.
euh, dans la cause des Noirs et le courage qu'elle a eu en fait de dire pourquoi pas faire différemment et qui s'est transformée en révolution dans l'Amérique. Et puis, quand je commençais ma carrière, Condoleezza Rice. Pourquoi Condoleezza, c'était la première femme qui dirigeait une unité de défense. Et là, je me dis, waouh, dans un domaine, et je voulais tout le temps je la trouvais un peu dure, mais je me disais, waouh, si elle peut le faire, ça m'a vraiment me dire, on peut tous y arriver. Et puis plus tard dans la carrière, il y a eu effectivement d'autres femmes qui sont inspirantes sur le continent et avec qui je travaille même de façon rapprochée. Et, et je pense que pour moi, le plus important, c'est que chaque rencontre vous apporte quelque chose. Chaque rencontre, en bien ou en mal. Soit en vous disant, je ne vais pas devenir comme ça, soit en se disant, ça, je vais prendre ça. Donc, pour chaque rencontre, il faut vraiment regarder qu'est-ce que vous apprenez au-delà de ce que vous pensez de la personne. Qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'en tire. Parce que si Dieu a mis quelqu'un sur votre chemin, ça veut dire que vous avez quelque chose à apprendre ou quelque chose à désapprendre. Donc, pour moi, c'est ma perception. Je conseille à une jeune fille de 15 ans d'aujourd'hui, on va dire, parce qu'à 15 ans, à notre époque, on avait d'autres, on avait moins de challenge. Je pense que écoutez vos parents, première chose. Pourquoi? Parce qu'à 15 ans, on a l'impression que tout ce qu'on a envie de faire, c'est d'être libre, de grandir très vite et de faire tout ce que les parents qui rabattent disent que non, il ne faut pas faire. Mais c'est aussi l'âge où, si vous faites une erreur, ça vous suit toute votre vie. Vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez tomber sur des mauvaises fréquentations, vous pouvez être entraîné dans la drogue, dans la prostitution, etc. Et là, c'est irrattrapable. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, c'est à ce moment-là que vous forgez votre caractère, premièrement. C'est à ce moment-là que vous mettez les bases de votre éducation. C'est à ce moment-là que vous préparez le socle de votre avenir. Donc là, il ne faut vraiment pas se louper. Donc, première chose, écoutez vos aînés, écoutez vos parents. Les points qu'ils vous enseignent, les mises en garde, en fait, qu'ils vous font, c'est pour votre bien. Effectivement, même s'ils ont fait des erreurs, ça ne veut pas dire que vous devez refaire les mêmes. Donc, à ce moment-là, autant profiter des erreurs des autres pour éviter d'en faire les mêmes. D'accord? Et voilà. Donc, ça, peut-être premièrement. Deuxièmement, c'est sur un enfant de 15 ans, attention aux réseaux sociaux. Tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il y a plein de choses que vous allez voir en ligne, etc. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est différent. Et à ce moment-là, il est important de relativiser tout ce que vous voyez et de vous dire, le plus important, c'est pas ce qui est à travers un écran, TikTok, Facebook, whatever, Insta, mais le plus important, ça va être ce que vous voyez au quotidien sur le terrain. Donc, détachez-vous un peu de ça et nuancez les réseaux sociaux. Et à 15 ans aussi, apprenez au maximum, lisez. Vous avez le temps de lire. Vous n'avez pas de contraintes familiales, pas de contraintes financières. Donc, si vous pouvez apprendre, lire, apprendre vos leçons déjà, mais la curiosité dans la lecture, je pense que c'est important. À la jeune dame de 25 ans, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir quand j'avais 25 ans? Trouvez-vous. Le plus important à ce moment-là, c'est de vous trouver. Il y aura beaucoup de pression, il faut que vous vous mariez, la famille, les enfants, etc. Mais le plus important, c'est d'abord vous. Parce que demain, en grandissant, dans l'environnement, dans l'évolution, si vous n'êtes pas forte sur vous-même, centré, vous allez être une boussole et une girouette. Soit c'est la girouette de votre compagnon, soit c'est la girouette de vos enfants, soit c'est la girouette de vos patrons, vous allez être une girouette. Mais quand vous savez qu'est-ce que je veux et surtout qu'est-ce que je ne veux pas, vous êtes prêt à mettre ce qu'on appelle en anglais des boundaries, je ne sais pas comment dire en français, des limites, d'accord? Et ces limites-là, vous n'avez pas peur de les assumer. C'est-à-dire, vous êtes prêt à quitter un travail, à quitter une mauvaise relation toxique, etc. parce que vous connaissez vos limites. Et quand vous vous positionnez comme ça, même ceux qui seront autour de vous, d'accord, et qui voudront être avec vous, respecteront ces limites. Mais si vous n'apprenez pas à les mettre, ce sera très, très difficile plus tard de les mettre. Parce qu'après, les pressions sont plus importantes.
si vous avez déjà 2, 3 enfants dans une relation toxique, c'est plus difficile de partir que quand vous avez 25 ans et vous commencez à discuter avec un monsieur où vous n'avez qu'un enfant. Donc, je pense qu'à 25 ans, ce serait ça que je dirais. Et aussi, à 25 ans, c'est vraiment de choisir vos priorités. Moi, je dis toujours, il faut choisir 3 choses. Ça peut être la famille, vous-même, le travail, ça peut être les amis, etc. Mais trouvez vos priorités sur lesquelles vous avez travaillé parce que là, vous êtes en train de bâtir ce que va être votre vie à 50 ans. Et c'est là. Mais si vous êtes distrait par beaucoup de choses, ça va être un peu compliqué. Donc vraiment, assurez-vous de vos priorités et faites cet exercice de vision board. Le vision board vous permet, demandez-vous, 25 ans plus tard, je veux ressembler à quoi? Qu'est-ce que je veux qu'on dise? Ou si demain je meurs, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi? Aujourd'hui, si je meurs dans 25 ans, ou dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je veux qu'on dise? Et comme ça vous fait votre plan d'action. Je pense qu'à partir de 25 ans, il faut avoir les pieds sur terre et commencer à préparer son avenir. Mais à 25 ans aussi, s'il vous plaît, éclatez-vous. Ah là là, faites des choses qui vous passionnent. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez chanter, chantez. Vraiment, faites des choses qui vous passionnent parce que plus tard, c'est un peu plus compliqué. Les contraintes font que même si vous en avez envie, vous n'avez pas nécessairement le temps ni la marge de manœuvre de pouvoir le faire. Les valeurs que je souhaite transmettre au travers de mes actions et de ma vie, premièrement, c'est un leadership inspirant et éclairé. Donc, moi, je fais une série qui s'appelle Lead Right, c'est-à-dire, je suis convaincue en fait qu'on peut changer une société parce que si vous avez une position de leader, en fait, vous pouvez beaucoup influencer en bien ou en mal. Et si chaque leader avait la perception de se dire où je suis, voici vraiment mon impact. Parce que ce que vous faites, vos équipes regardent, vos enfants regardent. Ça peut être un leader à la maison, au travail, etc. Et si chaque leader avait la capacité de lead right, d'accord, il pourrait impacter toute la communauté. Et dans ça, j'ai sept clés qui sont très importantes, je trouve, hein, qu'il faut vraiment maîtriser. C'est les clés de servant, comme je dis toujours, être au service. Le S, ça veut dire self-mastery, la maîtrise de soi. Très, très important. Il faut l'apprendre, il faut y arriver. Le deuxième, le E, c'est empower. Empower, ça veut dire où je suis, il faudrait que je puisse donner, faire monter les autres et tirer les autres. Comment je les rends beaucoup plus autonomes, comment je les rends beaucoup... Donc, cette attitude à tous les niveaux de se dire, je dois pouvoir porter les autres et les tirer. Le servant, pardon, le R, c'est le respect. Le respect, c'est très important. Respect du plus petit ou du plus grand. Donc, avoir cette attitude respectueuse envers tout le monde. Le V, c'est visionary. Il faut toujours avoir sa boussole. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est mon étoile du Nord? Vers où je veux aller? Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, le A, c'est accountability. L'accountability, c'est hyper important pour moi. Pourquoi? Parce que vous devez être responsable de ce que vous faites, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Il faut prendre la mesure de ses actions. Et la fuite en avant, rejeter tout sur les autres, ça n'aide personne. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que l'une des valeurs clés qu'on doit pouvoir développer, c'est l'accountability. Et l'accountability, encore plus quand vous êtes leader. Parce que quand vous êtes leader, quand c'est bien, vous donnez le crédit aux autres. Quand c'est pas bien, vous écopez parce que c'est vous qui êtes devant. Donc, il faudrait pouvoir développer ça. Ensuite, le N, c'est le networking et le réseau. Comprendre que nous sommes dans un environnement maillé, d'accord, et qu'il faudrait pouvoir trouver comment les chaînes de réseau s'organisent. Et ce réseau-là, certains le trouvent péjoratif ou ça dépend de comment on le prend, mais c'est de dire, si vous n'aidez pas les autres aussi à grandir, qui viendra vous aider après? En fait, ce qu'on donne revient d'une façon ou d'une autre. Moi, c'est comme ça que je vois. Et puis, ensuite, c'est tout ce qui est le T, ça va être togetherness. Moi, je dis toujours le pouvoir du nous. D'accord. Quand vous commencez, c'est je. Moi, il y a 3 paliers, comme je dis. Power of you, c'est-à-dire vous donner le pouvoir aux autres. Ça, c'est le nouveau palier de maturité hein, personnelle.
Vous dites, ah, vous êtes la raison de tous mes problèmes. Tu es la raison de... Et vous allez voir ça chez les enfants. Quand il y a un problème, on va dire que c'est ma soeur qui a fait le truc. C'est lui qui a fait que je n'ai pas fait ça. Donc, c'est le niveau, mais c'est dit, non, vous donnez le pouvoir aux autres parce que c'est eux qui font que vous ne faites pas ça. Donc, tu es la raison de tous mes problèmes. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est I can do it. Vous vous sentez déjà beaucoup plus confiant. Vous pouvez le faire et vous voulez tout faire. D'accord? Vous vous dites, ah, je peux y arriver, je peux même y arriver seul. Donc ça, c'est souvent ce qu'on appelle les A-performers, ceux qui sont excellents, qui travaillent bien. Quand ils commencent à prendre des galons, ils se disent qu'ils peuvent y arriver tout seuls. C'est-à-dire, et ils veulent prendre beaucoup de place parce que bon, ils y arrivent. Mais à la fin, vous vous rendez compte que les doigts de la main, il y a plusieurs doigts et que ça doit faire ensemble. Et donc, et que le pouvoir du nous est très important. Parce que pour aller un palier au-dessus, pour impacter une communauté, pour impacter un environnement, tout seul, on n'y arrive pas. Il faut pouvoir motiver les gens, il faut pouvoir les inspirer, il faut pouvoir les pousser à faire ce que vous pensez qu'ils doivent faire. Et je pense que ça, ce sont les 7, moi j'appelle les 7 attitudes clés de mon approche Lead Right, en fait, que j'essaye de cultiver au quotidien pour impacter. Et puis l'ambition, c'est vraiment de créer la future génération de leaders au Cameroun et en Afrique qui vont mettre les intérêts de l'Afrique en premier et qui vont s'assurer que chaque chose qu'ils réussissent, c'est au service de notre continent. Mon rêve au jour d'aujourd'hui, c'est pouvoir former à l'approche Lead Right 1 million de leaders. Je vais commencer déjà par une centaine, par 100. Donc, on va faire par palier. Premièrement, c'est d'abord une framework qu'on est en train de labelliser. Parce que voilà. Donc, ça se passe par des masterclass d'abord. Donc, c'est une communauté, il y a 3 paliers. Il y a le lead ride pour les jeunes, d'accord? Ça m'intéressait d'ailleurs de regarder la cohorte pour faire des masterclass pour les jeunes filles. Ensuite, on a le lead oui, c'est pour les femmes, donc avec une cohorte femme. Et puis, on a un autre aspect pour tous les autres. Donc, c'est les 3 programmes qui sont séparés. Donc, il y a une plateforme de formation. On est en train de mettre en place aussi une plateforme, une communauté pour pouvoir partager les différents éléments ensemble. Et récemment, j'ai eu une petite interaction avec quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, le Aliko Dangote. Et je lui disais, mais si vous avez quelque chose à donner à la génération future, qu'est-ce que ce serait? Il m'a dit, première chose, quand il a commencé ses business, il n'a jamais, pour lui, c'était toujours être au service des autres. Comment est-ce qu'il impacte et comment est-ce qu'il est au service? Donc, je veux dire, ça, c'est des choses où, pour moi, hein, si un projet social, c'est de le faire pour les jeunes leaders et leur donner cette approche et ce mindset shift. Deuxième projet, les femmes. Les femmes, pourquoi les femmes? Parce que dans notre environnement, encore au jour d'aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à faire, d'accord, pour la femme. Je n'allais pas dire émancipation, c'est un mot que je n'aime pas, mais beaucoup de chemin à faire. Le chemin à faire, c'est déjà nous-mêmes les femmes, le mindset. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour qu'une jeune fille se dise, être femme, ce n'est pas un frein. Je peux y arriver. On aura des obstacles, oui, mais ce n'est pas un frein. Comment on fait pour changer la mentalité de se dire, pour que toutes les femmes aujourd'hui, toutes les jeunes filles se disent, on peut changer, ça peut être différent. Et je pense que ça, pour moi, cette approche-là aussi au niveau des femmes, plutôt une sorte de réveil personnel, parce que moi je dis toujours, vous contrôlez ce que vous contrôlez. Hein. Mais si vous attendez qu'on vous donne, que la société vous ouvre la porte tapis rouge, rubis sur ongle, ça ne marchera pas. Mais ça va d'abord commencer par un changement de mindset nous-mêmes. Et ce changement de mindset, il faut que les petites filles leur disent, moi je vois j'ai une fille et un garçon. Chaque fois, la petite, elle va dire, ah tiens, est-ce que tu veux que je t'apporte ci? Est-ce que tu veux que je t'apporte ça? Et elle a tendance à dire à son frère hein, que s'il demande quelque chose, elle cède. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu dis oui à chaque fois? Oh, pour lui faire plaisir. Et je lui dis, ben non, t'as pas besoin de faire plaisir. Est-ce que tu en as envie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va commencer à ce changement de mindset-là. Et c'est pernicieux parce que ça se voit très tôt, donc on doit être vigilant. Donc, pour moi, franchement, si on arrive à faire ça, ça va être un impact important.